Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de recevoir le commandant Loïc Tabar lors de ce nouvel épisode de Fortitude. Loïc Tabar est commandant au sein de la prestigieuse BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec les unités d'intervention, la BRI est l'unité de la police nationale dédiée à la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Sa zone d'intervention principale est Paris intramuros, mais elle peut être conduite à intervenir partout en France, en soutien notamment des autres unités comme le RAID. La BRI a été mise au devant de la scène au cours des dernières années, avec notamment son intervention au Bataclan. Alors après plusieurs années passées au STUP, Loïc Tabar a dédié sa vie à l'intervention. D'abord à la BRI, puis au RAID, avant de revenir finalement à l'unité parisienne. Des dizaines d'années à casser des portes, comme on dit, mais pas uniquement. Loïc Tabar nous raconte comment on peut choisir de vivre, chaque jour, avec l'adversité. Il se confie sur les vulnérabilités de ces femmes et de ces hommes que l'on voit comme des super-héros, mais qui peuvent, s'ils ne sont pas préparés, se faire consumer par la violence et la misère. Il nous explique que le fil d'Ariane de sa carrière a été de se remettre en question chaque jour. Ça lui a permis de saisir des opportunités, mais aussi de toujours progresser et être ainsi apte à faire face, chaque jour. En écoutant notre conversation, vous réaliserez que l'expérience de Loïc Tabar, si extrême qu'elle puisse paraître, est en réalité transposable à chacune de nos vies. L'adversité peut nous faire avancer, nous faire progresser, nous épanouir même. Encore faut-il en avoir conscience et accepter de se remettre en question, tous les jours. Être meilleur qu'hier et moins bon que demain. Loïc Tabar, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur ce nouvel épisode de Fortitude. Je vais vous présenter en quelques mots. Vous avez 50 ans. Vous êtes commandant de police au sein de la prestigieuse BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention à Paris. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas familiers avec la BRI, même si au cours des dernières années, malheureusement, le grand public a été amené à découvrir peut-être la BRI, en tout cas la connaître davantage. On aurait préféré bien évidemment que ce soit pas le cas, mais les événements des dernières années vous ont mis un peu au devant de la scène. Donc je vais essayer de décrire en quelques mots ce qu'est la BRI, et bien évidemment vous me corrigerez si je me trompe, ou vous compléterez mon propos. Donc en fait la BRI est une institution assez ancienne de la police, puisque de mémoire je crois que ça a été créé dans les années 60. À l'origine, donc c'est un groupe de police judiciaire qui était spécialisé pour appréhender les braqueurs de banque ou les gangs. Et d'ailleurs, il y avait une appellation, je crois que c'était la brigade anti-gang même d'ailleurs à l'époque. Et puis au fil des années, notamment à la suite des fameux attentats de Munich en 72. Attentats au cours desquels les terroristes avaient pris en otage des sportifs israéliens et la police allemande était intervenue. Ça avait été un fiasco total. L'ensemble des pays occidentaux avaient alors, à la suite de ces événements, décidé de créer des unités spécialisées. Dans le prolongement donc de ces événements-là, la BRI a connu est-ce que je pourrais dire a connu une certaine mue, puisque au-delà de ces missions de police judiciaire, d'appréhension des gangs, des braqueurs de banques, etc., qu'elle continue à faire bien évidemment, elle s'est aussi spécialisée dans l'antiterrorisme, puisque aujourd'hui elle intervient notamment sur ces missions-là, et son champ d'action territorial, c'est Paris, intramuros, même si elle peut être amenée aujourd'hui à intervenir dans d'autres zones en France en appui notamment des autres unités d'intervention. Est-ce que j'ai fait un bon résumé ou est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées ou peut-être des choses sur lesquelles je me suis trompé? Tout à fait, Nicolas, vous avez été complet. Vous avez donné toutes les dates dans l'ordre et en marquant bien l'évolution de judiciaire à judiciaire avec de l'intervention. Et aujourd'hui, tel que nous sommes organisés avec nos camarades du GIGN et du RAID, nous sommes le niveau ultime de l'intervention en France. Sur votre parcours plus personnel. Donc, vous avez grandi en Bretagne, vous avez commencé vos études supérieures par le droit, vous avez fait 2 années de droit avant de vous intéresser à la police. Vous avez alors présenté le concours d'inspecteur de police en même temps que vous faisiez vos études de droit à Paris. Là, il y a une interruption puisque vous rejoignez l'armée, vous faites vos services militaires au sein des fusiliers marins. Par la suite, continuez votre parcours
et vous choisissez la police judiciaire que vous intégrez à l'âge de 23 ans. Et puis là, rapidement, vous intégrez la fameuse brigade des stupes. Donc pendant 6 ans, vous vous consacrez à ça. Donc j'imagine que c'est 6 années qui étaient assez intenses. Vous êtes donc au stup pendant de nombreuses années. Et ce que vous m'expliquez, c'est que vous étiez amené à croiser assez souvent les gars de la BRI, puisque vous étiez pas très loin, vos locaux étaient pas très loin, et bah, à force de les voir comme ça tous les matins, ça a commencé à susciter un peu votre, c'est même pas que votre curiosité, c'est carrément votre intérêt. Et racontez-nous un petit peu comment tout ça s'est installé chez vous et comment vous avez franchi le pas. Alors, vous avez raison. En fait, je les croisais. C'était généralement à l'heure du laitier, quand moi, dans ma première partie de vie au stup, je finissais et qu'eux, ils commençaient. Après, on a toujours des liens. En fait, on se rend compte que avec 2 ou 3 personnes, on sait que par géographie, par amitié, par centre d'intérêt, comme la moto ou le sport ou le tir ou quelque chose qui va nous relier à eux. Donc, autour d'un café, on commence la discussion. Moi, j'ai eu aussi la chance, un de mes petits camarades de promo a été recruté chez eux. Donc, forcément, on va voir le copain pour discuter, pour boire le café. Ça crée des liens. Et encore une fois, les centres d'intérêt, le fait que moi aussi, j'étais dans un service et dans un groupe qui avait bonne presse. Et un jour, j'ai passé le pas. Donc, j'ai postulé pour aller chez eux. Alors, comment ça se passait à l'époque pour intégrer la BRI? Alors, donc, une fois l'acte de candidature qui était émis, on était reçus. Et donc, c'était assez impressionnant. Vous étiez reçus par le patron de la BRI et quelques anciens. On vous bombardait de questions pour savoir pourquoi, où, qui. On vous posait des questions qui vous paraissaient étonnantes, parfois dans le but de vous déstabiliser. Lorsqu'on estimait que vous aviez un certain potentiel, on vous permettait de venir quelques semaines. À l'époque, c'était 3 au sein de la BRI pour ce qu'on appelait un stage. Et à l'époque, effectivement, durant ce stage, il y avait tout un tas de passages, d'épreuves. Alors, pas très formelles comme c'est maintenant, puisque nous, c'est très cadré, très sérieux. À l'époque, c'était, tiens, on va tirer, tu viens tirer avec nous. Et bien sûr, tout le monde regardait comment on le faisait. Et c'était ça, c'était un moyen de voir si on se correspondait. C'est-à-dire si moi, je leur correspondais et si eux aussi me correspondaient, parce que c'était étonnant, c'était à deux bureaux des stupes, mais c'était des gens très différents. Et ça, c'était un mot que moi j'affectionne. Est-ce qu'on se correspond? C'est-à-dire personne ne doit être perdant. Et là, je crois qu'ils ont fait leur choix rapidement pour me dire c'est bon, on te prend dès qu'il y a de la place. Et là, il fallait qu'une place se libère parce qu'à l'époque, les places étaient très chères. Donc j'ai attendu quelques temps qu'une place se libère. Donc là, on est en 2003. Vous êtes vous êtes intégré et là, vous intégrez le groupe Effraction. Alors le groupe Effraction, pour ceux qui nous écoutent, concrètement, je vais parler peut-être de manière un petit peu triviale, mais c'est ceux qui pètent les portes. Tout à fait, oui. Je suis rentré dans un des groupes, j'ai été admis dans un des groupes et immédiatement on m'a proposé cette spécialité-là qui était partagée avec un certain nombre d'entre eux. Et moi, vraiment naturellement, profondément, c'était quelque chose qui m'avait toujours plu. D'abord parce que j'en avais fait un tout petit peu à la brigade des stupéfiants parce qu'il fallait aussi rentrer de vive force de temps en temps, ce qui nous impactait, nous obligeait à casser des portes. Et j'avais, je dois l'avouer, cette faiblesse-là. J'aimais bien casser les portes. Donc, je l'ai fait. Je plaide coupable. Alors, bon, on plaisante et c'est bien évidemment très réducteur de parler de casser les portes, même si effectivement le groupe Effraction, c'est le groupe qui par définition rentre dans les appartements, dans les maisons, dans les sites en premier. Et alors, je voudrais justement qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné du point de vue de la psychologie des opérateurs, parce qu'on peut parler d'être en première ligne, on peut parler d'avoir un métier d'action, un métier risqué, etc. Mais faire partie d'un groupe d'effraction, donc d'être parmi les premiers hommes qui rentrent dans un site, dans un lieu où on sait qu'il y a une véritable menace, puisque par définition, si on envoie la BRI et que la BRI envoie son groupe d'effraction, c'est par définition, il y a une menace qui est très réelle, qui est très présente. Comment on s'arme psychologiquement pour
pour faire partie de ce groupe-là, pour faire partie des premiers? Est-ce qu'on est toujours armé psychologiquement à chaque moment? Est-ce qu'on a des faiblesses? Est-ce qu'on prend un pas de recul, un pas de retrait et on dit non, aujourd'hui je le sens pas, j'y vais pas, parce que voilà, être face à une porte, l'ouvrir en sachant pertinemment que derrière il y a une menace et que cette menace elle est mortelle. Vous savez que j'aime beaucoup parler d'adversité, j'aime beaucoup parler du fait de prendre des risques et toutes les vertus que ça implique. Là, on est dans une version extrême, puisque vous choisissez d'être celui qui va casser la porte, potentiellement derrière, être face à quelqu'un qui veut vous tuer, quoi. Alors tout à fait, Nicolas. D'une part, vous décrivez bien le dilemme. Ensuite, moi, je voudrais rajouter une petite chose. Vous avez raison de souligner la dangerosité de la chose, d'autant que, par exemple, si je prends un exemple qui est assez récent, l'interpellation de Mohamed Merah, ceux qui sont le blessés, et d'ailleurs, ça me permet de leur tirer mon chapeau parce que celui qui a été blessé en première ligne était le personnel du RAID qui ouvrait la porte. Et effectivement, vous êtes avec ce moment-là, vous prenez des risques calculés. Et c'est là où je vais en venir, c'est que vous le faites parce que vous êtes armé, pas juste de vous, la réflexion que vous avez techniquement sur comment vous allez le faire, et sur le fait de vous engager, mais aussi parce que vous êtes entouré et bien entouré. Toujours, vous avez quelqu'un qui sera en capacité, et je reviens à l'image de Mohamed Merah quand l'interpellation, il a tiré à travers la porte, le collègue qui a été blessé, les autres s'en sont occupés. Ça, vous le savez. Alors, ça vous arme un peu plus. Ensuite, parce que si vous le faites bien, quand ça se passe bien, c'est-à-dire que lorsque proprement la porte s'ouvre, ça permet au reste du groupe de rentrer et de rentrer dans de bonnes conditions. Et c'est eux qui prennent, du coup, la relève et le risque maximum, parce que dès qu'ils vous ont dépassé, c'est eux qui sont en première ligne. C'est aussi ça la chose, c'est-à-dire que vous passez le relais aux autres et vous vous préparez à bien le passer. Donc, si vous êtes bien vous, eux, ils seront bien, et ainsi de suite. Et il y a quelque chose qu'on partage dans ces moments-là, c'est que les personnes avec lesquelles vous devez rentrer, vous leur faites confiance, puisque vous faites ce que peu de gens font, c'est vous leur mettez votre intégrité physique entre les mains. Un peu comme lorsqu'on va se faire opérer sous anesthésie générale, on met quand même son intégrité physique à 2 ou 3 personnes qu'on ne connaît pas. Bah là, la chance qu'on a, c'est qu'on les connaît. On va le répéter assez 2 fois dans l'année parce qu'à l'époque, on devait ouvrir, moi, je devais ouvrir une centaine de portes avec mon binôme, ce qui fait une centaine d'opérations. Et donc, c'est pas tous les jours du contre-terrorisme, mais il peut se passer un certain nombre de choses. À l'époque, c'était beaucoup dans le domaine des stupéfiants, donc avec le risque qu'il y ait un animal pas très gentil de l'autre côté de la porte, qu'ils aient mis des systèmes pour piéger, au moins ralentir notre action, ce qui pouvait à minima nous blesser. C'est cet engagement-là qu'on fait, mais on le fait parce qu'on est un groupe et qu'on va avec des gens qu'on connaît, avec lesquels on ira au bout du monde. Du coup, vous intégrez la BRI en 2003, groupe Effraction, on a compris en quoi ça consistait et ce que ça impliquait. Alors là, il y a une petite révolution à nouveau dans le monde de l'intervention, puisque en 2008, il y a les attentats de Bombay en Inde. Alors, peut-être que ceux qui nous écoutent ont un vague souvenir de ce qui s'est passé, mais c'était des attentats terroristes d'une assez grande ampleur, hein, puisqu'ils ont attaqué plusieurs sites en même temps, et il y a eu un peu moins de 200 victimes. Et la particularité de ces attentats, c'était que justement, ils étaient sur plusieurs sites différents en même temps, et donc ça a posé la question des ressources qui seraient mobilisables pour une attaque de cette ampleur. Et du coup, en France, les autorités ont tiré les enseignements de ces événements, comme ils l'avaient fait à l'époque de Munich. Et c'est de là qu'a découlé la volonté politique de réunir au sein d'une même force les différentes unités qui étaient le RAID, différentes unités de la police, pardon, qui étaient le RAID, les GIPN, les groupes d'intervention de la police nationale, qui étaient localisés dans les grandes villes de France, et la BRI, pour créer ce qui est devenu la force d'intervention de la police nationale. J'explique cette étape. Pourquoi ? Parce que du coup, forcément,
vous avez été amené à vous rapprocher encore plus de vos camarades du RAID, pour mettre en commun, enfin partager vos expériences, vos techniques et autres. Et c'est là qu'on vous a proposé de devenir transfuge et de rejoindre le RAID, ce qui, je crois, vous allez me dire si je me trompe, n'était jamais arrivé. Alors, à la création du RAID, effectivement, il y avait eu des collègues de la BRI qui étaient partis pour fonder le RAID, mais cette nouvelle option, oui, effectivement, depuis lors, ça avait pas eu vraiment lieu. Ce transfert, il est intéressant à plus d'un titre parce que, comme vous le savez, moi, je m'intéresse beaucoup au parcours de mes invités pour mettre en relief un certain nombre de choses. Hein. Encore une fois, on parle de l'adversité, on parle de la prise de risque, mais on parle aussi du fait de se remettre en question, de se challenger, de pousser un peu ses limites. Et là, clairement, vous, ce départ de la BRI pour rejoindre le RAID, d'un point de vue strictement personnel, vous posez deux challenges énormes. C'est que, un, vous sortiez quand même d'une zone de confort, parce que par définition, que ce soit dans une entreprise, dans n'importe quelle institution ou à la BRI, au bout de 7 années, vous connaissez votre environnement, vous connaissez vos collègues, vous savez ce qu'on attend de vous, vous connaissez vos compétences, vous connaissez vos limites. On est ce qu'on appelle un peu dans la zone de confort, même si, bien évidemment, vous faites un métier où la zone de confort est encore plus difficile à atteindre ou peut-être un petit peu plus précaire que dans d'autres, hein, bien évidemment. En tout cas, voilà, vous étiez quand même dans un univers familier que vous connaissiez, etc. Et là, vous décidez de partir dans une autre unité et, par définition, de sortir de votre zone de confort, parce que déjà, géographiquement, vous n'êtes plus au même endroit, vous n'avez plus les mêmes collègues. Donc ça demande quand même un certain courage personnel et ça interroge. Et puis surtout, l'autre aspect, c'est que là aussi, c'est toujours compliqué quand on change d'entreprise. Moi, je l'ai vécu, hein, j'ai changé de cabinet d'avocat. Voilà, on a de nouveaux collègues, de nouveaux associés, etc. Et il faut se remettre en question et on est accueilli plus ou moins positivement, avec bienveillance ou autre. Là, on parle quand même d'unité d'intervention. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, de mon point de vue, une unité d'intervention, c'est un groupe où il y a que des mâles alpha. Je veux pas caricaturer, mais voilà, le mâle alpha, c'est tout ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un esprit de compétition qui est quand même assez développé, des gens qui ont l'habitude d'être sous pression, qui ont l'habitude de se dépasser, et surtout, où il y a un esprit de corps qui est très très fort, et vous l'expliquez tout à l'heure. Il y a une cohésion de groupe. Et vous arrivez de l'extérieur, au milieu de ce groupe de mâles alpha qui a l'habitude de travailler ensemble. Et ça, bien évidemment, vous le saviez. En rejoignant le RAID, vous saviez que vous arriviez dans une équipe extrêmement soudée, vous veniez de l'extérieur et que même si, bien évidemment, vous êtes policier vous aussi, que par définition, votre parcours et votre réputation vous précédaient, ce que tout ça m'inspire, c'est waouh, il y en a plus d'un parmi les auditeurs qui ont connu ça en changeant de carrière, en prenant des virages et autres. Je pense que vous pouvez témoigner de ce qui a pu se passer dans votre tête. Et j'imagine que vous avez peut-être eu un certain nombre de jours ou de soirées où vous vous êtes dit, non, mais pourquoi je me complique la vie, là? Pourquoi je resterai pas à la BRI tranquillement? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui vous est passé par la tête et qu'est-ce qui vous a motivé pour, là aussi, affronter ces challenges qui sont loin d'être anodins quand même? Alors, vous avez raison, Nicolas. Il y a effectivement je me rappelle bien de cette période et c'était beaucoup de questions. Alors, première chose, déjà, on m'offre la possibilité, alors je fais, bien que je ne sois pas spécialiste, une référence footballistique. C'est quand même le bonheur parce qu'on vous offre, vous êtes au Barça, on vous offre le Real, une place au Real, même s'il faut un peu la gagner. Et de la même façon, effectivement, vous savez que vous allez retomber face à ces camarades qui n'ont pas forcément besoin de vous au départ. Donc, il va falloir se refaire sa place. Moi, il y avait un deuxième élément que je devais prendre en compte, c'est que je ne serais plus en première ligne. Ça, c'était aussi quelque chose qu'il fallait que j'intègre. Et d'ailleurs, ça, très rapidement, c'est venu à mon esprit parce que sur 2 ou 3 opérations, je l'ai touché du doigt, c'est-à-dire dire aux autres, les voir passer, les voir intervenir, s'inquiéter pour eux,
alors que ça m'était jamais arrivé, parce que c'est pas que je m'inquiétais pas, c'est que la force de la première ligne, c'est que on sait pourquoi on vient, donc on continue à avancer. Mais effectivement, moi, je pense que je ne veux pas m'installer dans un confort parce que à un moment donné, je me dois à moi-même et aux gens avec lesquels je travaille de pas m'installer dans le confort parce que le confort, c'est pas la bonne direction pour moi vers ce que je crois vous maîtrisez bien, qui est la force morale. C'est la remise en question, ce n'est pas le confort. Et si on veut être efficace et surtout vrai, il faut se remettre en question. Je reprends un peu ceci dit, votre parcours. Vous intégrez le RAID, là, vous y passez quelques années. Vous revenez finalement à la BRI. Oui, tout à fait. J'ai passé un cycle, donc un peu plus de 7 ans au RAID. Et une chose qui m'avait beaucoup interpellé lors de mon entretien avec le général Orozco, l'ancien commandant du GIGN, il expliquait que en dehors des opérations, dans les moments difficiles qui peuvent les toucher, on parle des opérateurs du GIGN, ils sont pour la plupart en surréaction. Ces hommes sont des affectifs et des émotionnels. Il expliquait en effet que, en dehors des phases d'entraînement et d'opération, qui sont par définition intenses, mais en dehors de ces cycles-là, finalement a été repérée une forme, alors j'essaie d'être prudent, mais pas de fragilité, mais en tout cas une certaine vulnérabilité émotionnelle et psychologique pour ces hommes et ces femmes en dehors de ces cycles de haute intensité. Et on l'a aussi évoqué lors de nos entretiens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a et peut-être vous allez nous l'expliquer, mais une réflexion qui est menée au sein de ces différents groupes sur la manière de renforcer ou de maintenir une force psychologique pour ces opérateurs, finalement, qui serait plus permanente, qui les armerait aussi en dehors des hypothèses des phases, d'entraînement ou d'opération. Du coup, ça m'a rappelé une phrase de Platon qui disait: si l'homme a été bien formé, il sera un être bon et calme. Mais s'il n'a pas eu une éducation suffisante et adéquate, il deviendra l'animal le plus sauvage de la nature. Et du coup, ma question, c'est, mais est-ce que vous décririez également finalement un besoin, en tout cas une zone de travail justement et d'amélioration, peut-être pour les aider à se renforcer psychologiquement? Alors, vous avez cité un grand gendarme qui est Thierry Orozco. En miroir, je citerai un grand policier qui est Ange Monsigny, créateur du RAID, et qui disait ça, c'est-à-dire qu'il dit, mais moi, la gestion de l'exceptionnel, de la mission hors norme, m'inquiète pas trop, c'est le quotidien. C'est le quotidien, la gestion de ces hommes-là au quotidien. Quand il dit hommes et femmes, mais il dit ces hommes-là au quotidien, parce que quand on est dans la très haute intensité, effectivement, il y a un retour à la normale, et ce retour à la normale-là, on le voit d'ailleurs, beaucoup de membres de ces unités-là, eux, ils ont une petite musique de tous les jours, ils ont des petites habitudes qui font que ça permet de se stabiliser, parce que le grand écart est important. Donc, ils reviennent à un quotidien d'entraînement, et là, il est obligatoire, celui-là, parce qu'il rappelle que c'est pas tous les jours la finale de la Champions League, mais il faut s'y préparer. Donc c'est ça souvent qui arme, mais effectivement, il faut pas confondre s'armer physiquement en préparant et puis en nous permettant de revenir à la normale. Il faut aussi s'armer psychologiquement et moralement. Je pense que je n'apprends rien à personne que aujourd'hui, on parle beaucoup plus du stress, du syndrome de stress post-traumatique que jamais auparavant on en avait parlé, que tout le monde en est plus ou moins le témoin, ou en tout cas est la victime. Et que là, effectivement, si on n'est pas assez, si on est trop dans le physique et pas assez dans le psychologique et le moral, on va passer à côté de son sujet. Aujourd'hui, tous les groupes le sentent. Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a des pistes déjà
moi, ma génération l'a connu, c'est que mes prédécesseurs ne voyaient pas les psys forcément d'un bon œil, ils ne voyaient pas forcément l'utilité parce que cette, euh, cette force morale, ils allaient la chercher au sein du groupe et de l'amitié qu'ils avaient profonde les uns avec les autres, mais que nous ne sommes pas forcément les, les, les copies conformes de nos prédécesseurs, donc il faut aller vers autre chose. Donc effectivement, là, le psychologue est un métier nouveau au sein des unités, mais il commence à faire son chemin. Nous aussi, on doit s'alimenter de choses qui sont comme une sorte de médecine préventive. Moi, la façon que j'ai de voir la chose, c'est de se dire que on a été formé par des médecins de qualité au premier secours en intervention. Alors, eh bien, aujourd'hui, on va vers des premiers secours presque psychologiques aussi. C'est comment on s'arme, on apprend, comment on peut agir sans notre matériel naturel pour les forces d'intervention que sont l'arme et le bouclier, mais comment on peut aussi réagir utilement. Donc il y a des pistes sur ces premiers secours psychologiques au combat, on y travaille beaucoup parce qu'on sait qu'il y a un prix à payer. On n'a pas de doute là-dessus. Le prix à payer, on le voit parce que certains qu'on a connus, qui avaient un niveau très très bon et exceptionnel, un jour ils nous disent non, là je vais vous quitter parce que moi-même ou ma famille ne supporte plus, ou parce que j'ai vu beaucoup de choses déjà. Vous savez, Nicolas, quand des gens comme ça vous disent j'ai vu beaucoup de choses, oui, on s'en doute bien, mais c'est le premier signe qu'il faut qu'effectivement on leur offre la possibilité de faire autre chose. Et ça aussi, c'est une nouveauté chez nous. On sait que le cycle d'un opérateur, on va rester générique, eh ben, il est plus court qu'avant parce que le monde est plus complexe, on leur demande plus et que forcément, j'allais dire, la durabilité dans des unités, lorsqu'on est en première ligne, ben, elle diminue petit à petit. Sur l'opération, justement, que vous avez évoquée à plusieurs reprises de Mohamed Merah. Donc, si j'ai bien compris ce que vous m'aviez expliqué lors de notre premier entretien, donc vous n'étiez pas en première ligne, vous étiez, vous pilotiez l'opération, vous faisiez partie des officiers qui pilotaient l'opération. Donc, pour parler plus simplement, bah, vous avez envoyé les gars au front. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui, surtout pour quelqu'un qui a été en première ligne, se fait pas facilement. Et donc, du coup, bah, là, on voit bien que ça sollicite, mécaniquement, ça sollicite quelque chose chez vous d'intellectuel et de psychologique. Le fait d'accepter d'envoyer quelqu'un au combat. Et surtout d'accepter le fait que vous allez prendre une décision. Vous rentrez à gauche, à droite, vous passez par la fenêtre, par la porte, vous utilisez les gaz, pas les gaz, les explosifs, pas les explosifs. C'est vous qui allez prendre des décisions, mais qui vont impacter potentiellement la vie ou la santé ou l'intégrité physique des opérateurs que vous envoyez. Forcément, on voit bien qu'il y a un ressort intellectuel, une force intellectuelle qui est sollicitée et qui, moi, du coup, de ma petite fenêtre, me renvoie à cette dichotomie qui m'est chère, qui est celle de faire la part des choses entre ce qui dépend véritablement de nous, de ce qui ne dépend pas de nous. Comment vous articulez entre les deux? Est-ce que vous articulez entre les deux pour finalement accepter la responsabilité si lourde d'envoyer des gars au feu? Sur l'opération de Mohamed Merah, j'étais le chef du groupe technique et effectivement, on se briefe avec le groupe pour dire voilà l'apport technique qu'on va offrir aux membres des colonnes. Vous allez intégrer les colonnes. Et donc, en fait, une fois qu'ils ont rejoint les colonnes, bah, je me rends compte dans un petit coin de mon cerveau que moi, j'y vais pas, ce qui est normal. C'est pas, ils sont les spécialistes, les hyper spécialistes qui vont le faire. Et moi, je vais rejoindre le poste de commandement pour prendre la place qui est la mienne à ce moment-là. Mais c'est très particulier la première fois que ça arrive, parce que là, il y a vraiment un risque pour eux très important. Il y a, je le rappelle, des collègues qui ont été blessés sur les deuxièmes assauts et sur Mohamed Merah. Et donc, ça les engageait directement.
effectivement, comme les autres. Après, ce qui a été utile, et ça va me permettre de faire la transition avec la deuxième réponse, c'est le retour d'expérience qu'on a tous fait. Parce que tout le monde s'est rendu compte à ce moment-là, au sein de l'unité, que c'était exceptionnel, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose d'exceptionnel dans le service après-vente. Je pense que partout, on est très, très bon dans les unités spécialisées avant, pendant, mais on est très, très mauvais sur le service après-vente. Et là, je peux vous assurer que le chef d'unité, qui était à Moët de Clock avec tous les autres membres du staff, ont fait le tour de tout le monde pour faire comprendre qu'on allait faire un vrai retour d'expérience et échanger beaucoup. Et là, en fait, on est rentré effectivement dans une partie plus intellectuelle. Alors, ça va peut-être surprendre, mais on a beaucoup écrit après. Alors, on s'est beaucoup posé de questions et on a écrit, chacun dans nos spécialités, pourquoi ça s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Vraiment, on a vraiment fait un gros travail. Cette partie intellectuelle, pour moi en tout cas, là je parle que de mon expérience personnelle, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de digérer pas mal de choses, ça m'a permis de grandir professionnellement beaucoup. On a tous vu dans ces années-là, quand je dis dans ces années-là, c'est l'année zéro, Mera, un changement assez radical, puisqu'on est face à des gens qui, en face, veulent mourir, et ont déjà intégré le fait qu'ils allaient mourir. Donc, c'est pas du tout le même sentiment vis-à-vis d'eux et la même réflexion. C'est de dire comment on va faire pour quand même pouvoir les neutraliser et nous, pas risquer inutilement le personnel. Et quand vous avez vu, vous avez accueilli, vous avez été voir à l'hôpital des collègues blessés dans ces unités-là, vous avez une obligation. Là, c'est une obligation de faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester en disant « Ah non, ça, c'est pas ma partie, c'est le service après-vente. Moi, je ne fais pas le service après-vente. » Si, le service après-vente, quand vous allez voir quelqu'un que vous connaissez depuis 15 ans, pour certains qui sont blessés dans leur chair, et quand vous dites on va faire un retour d'expérience, ce n'est pas un mot dans un manuel de management. Vous faites un retour d'expérience parce que le plus que collègue, le copain, le camarade qui a été blessé, comment on va faire pour que cette fois-ci ou la fois prochaine, on mette un robot, on ait un coup d'avance pour qu'il ne soit pas blessé. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez expliqué, c'est que finalement, au sein de l'unité, vous avez intégré une technique qui est utilisée par beaucoup et qui devrait être universelle. Vous appelez ça le retour d'expérience, le RETEX, dans le jargon militaire et des unités d'intervention. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de psychologues et de philosophes qui expliquent que réfléchir posément à ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait dans sa vie est extrêmement salutaire. Vous expliquez que vous avez écrit, que d'autres ont écrit et que la réflexion s'est menée autour de ces travaux d'écriture. Là aussi, c'est un élément qui est absolument fondamental pour nous tous. Je l'ai évoqué dans mon livre d'ailleurs. Bien sûr qu'on réfléchit pas de la même manière quand on lit, mais on réfléchit pas non plus de la même manière quand on écrit. Pas de mystère, hein. Il y a énormément de gens, entre guillemets, successful, quel que soit le domaine, artistique, les affaires, sportifs ou autres, qui ont un point commun, c'est de tenir un journal. Alors un journal, c'est pas le journal caricatural pour expliquer ses conquêtes quand on est en pleine adolescence. c'est le journal de sa vie pour poser par écrit, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce à quoi j'ai été confronté, voilà comment j'ai réagi, voilà comment j'aurais dû réagir. Ce que vous témoignez, ce que vous illustrez là, j'ai envie de m'en servir pour promouvoir auprès de ceux qui nous écoutent tout l'intérêt de se poser pour écrire, parce que, encore une fois, on ne réfléchit pas de la même manière quand on écrit, et surtout, ça oblige à faire un retour d'expérience. Et que l'engueulade qu'on a eue avec son conjoint, que la déception qu'on peut avoir vis-à-vis de la manière dont on a géré quelque chose par rapport à ses enfants, par rapport à ses collègues ou autres, le fait d'avoir ce travail d'écriture qu'on s'impose, mécaniquement impose une réflexion qui va peut-être nous faire nous améliorer pour la suite.
et faire en sorte que quand on sera confronté à la même difficulté ou une difficulté analogue, ben, on va pas le gérer de la même manière. Vous vous êtes Oui, rendu compte au cours de votre carrière et de votre expérience que quelle que soit la force physique ou morale, psychique des opérateurs, finalement, il y a une limite à ce qu'ils peuvent subir, endurer ou ce dont ils peuvent être témoins. Et que chaque jour qui passe, après chaque expérience, ben, c'est un peu comme si on peut le voir dans les deux sens, hein, soit vous rajoutez une brique dans un sac qui devient de plus en plus lourd jusqu'au jour où finalement, on n'arrive plus à le porter. Et vous m'expliquez aussi que, alors je crois que c'était à l'occasion justement des atrocités commises par Mohamed Merah, où il y avait effectivement des vidéos qui avaient circulé. Et la psychologue, euh, vous avez un peu tous tiré les oreilles parce que vous aviez cherché à voir ou vous vouliez voir pour les besoins de votre préparation de l'enquête, j'en sais rien, c'est vous qui allez nous le dire, mais en tout cas, ça lui avait donné l'occasion de vous dire, mais attendez les gars, inutile de s'exposer euh, à de la violence qui va vous heurter psychologiquement parce que petit à petit, cette violence-là et ces à-coups psychologiques, ça va vous consumer. Et oui, je tout à trouve ça fait. très Et intéressant, effectivement, je trouve ça très intéressant parce qu'on l'entend pas tellement, ça. C'est-à-dire que là encore, trop souvent, on fait la distinction entre le physique et le psychique, alors qu'en réalité, c'est des choses qui fonctionnent de manière extrêmement comparable. Bah, voilà. Moi, c'est sûr que j'ai 42 ans, je suis pas vieux, mais sportivement, il y a des choses que j'ai un peu plus de mal à faire que quand j'en avais 20. Et ben, c'est l'usure, hein. C'est le poids des années et autres. Et psychologiquement, c'est pas très différent aussi. Ben, le nombre de combats qu'on a menés, ça pèse sur les articulations, mais ça pèse aussi psychologiquement. oui, tout à fait, Nicolas. Moi, l'image que je prends, c'est effectivement celui d'un sac à dos, c'est-à-dire lorsqu'on est pour toutes les choses euh, vraiment pas terribles qui nous arrivent dans la vie, on a un petit sac à dos sur le dos, un petit d'ailleurs ou un grand, ça dépend, on ne le sait pas. On ne le sait jamais, en fait, la taille du sac à dos. Et donc, dès qu'il y a quelque chose de pas bien, de vraiment pas, enfin, qui est vraiment triste ou qui nous fait du mal, on le range dans ce sac à dos-là. La différence, c'est qu'on ne connaît pas, comme je disais, la taille du sac à dos. Et surtout, on n'a pas la même capacité les uns les autres à bien le ranger. Et donc, il se remplit. Donc, forcément, si on a moyennement de chance, on a un petit sac à dos, on ne sait pas bien le ranger. Et là, je tire mon chapeau à un certain nombre, et il y en a au moins une qui se reconnaîtra. Donc, elle a dû aider avec le sac à dos, c'est-à-dire comment on fait avec ça une fois qu'il est bien rempli à ras-bord, ben, comment on fait. Et c'est notamment elle qui m'a montré un certain nombre de choses à travers des formations sur ce que je disais la dernière fois, là, les premiers secours psy en intervention. Et moi, je l'explique comme ça d'ailleurs à tous les policiers, notamment que je rencontre, c'est qu'il faut faire très attention à ça. S'armer moralement, comme on le disait tout à l'heure, bah, peut-être que ça aide à porter le sac à dos, moi j'en suis persuadé en tout cas, mais qu'à un moment donné, il y a un fort prix à payer. Je me rappelle effectivement moi que j'avais pas été félicité quand j'avais parlé de ces vidéos-là parce que il dit techniquement ça vous est utile, oui ou non. Si ça vous est utile, bah faut le faire, mais sachez que ça aura un coût. Et si c'est inutile professionnellement parlant, le faites surtout pas, ça sert à rien. On va pas s'infliger. C'est comme lorsqu'on est boxeur, on n'a pas besoin de se faire castagner tous les jours par trois personnes plus fortes pour apprendre à être un meilleur boxeur. C'est complètement inutile. Mais ça aussi, euh, on nous l'a, on nous l'a pas toujours fait bien comprendre. Et aujourd'hui, on met beaucoup plus en, en garde contre ces choses-là qu'à un moment donné, il va peut-être falloir passer par la case pause ou en tout cas réflexion, se faire aider pour passer pour pouvoir continuer, quoi, tout bêtement. C'est si on n'a pas un équilibre, et ça, c'est pour ça que lorsqu'on recrute, on recrute des gens déjà équilibrés, avec une vraie capacité à. Bah, c'est ça, moi l'image, je reprends l'image du sac à dos, c'est est-ce que la personne, on l'estime capable de porter un gros sac à dos, en tout cas de bien le ranger.
Et puis encore une fois, hein, lorsque on va vers certaines opérations, même, même parfois qu'on pense anodines, bah, il y a une charge qu'on prend, on remplit ce sac-là, et si on sait pas se faire aider, si on n'a pas un peu réfléchi, ben un jour on peut plus quoi, on peut plus se lever. Alors ça s'appelle de façon différente dans différents métiers, mais il faut avoir conscience de ça très tôt. Il faut avoir conscience de ça très tôt et se préparer. Effectivement, se préparer à. Moi j'avais Alors, c'est quoi un le autre. truc pour faire le tri? Comment on fait, s'il y avait un truc, un tuyau à donner pour pas alourdir le sac trop vite, ce serait lequel? Alors pour ne pas alourdir le sac trop vite, bah déjà c'est savoir qu'il existe et donc dire dès qu'on sent une douleur, c'est un peu comme je pense que tous les ostéopathes le diraient, c'est attendez pas d'avoir fait le geste de trop et j'allais dire presque le combat de trop ou la course de trop, venez me voir avant d'aller. Bah déjà, avant d'aller, il faut s'éclaircir les idées. Alors, et être vraiment prêt mentalement à ça. C'est-à-dire que, moi je le dis souvent, on ne se dit pas souvent assez la vérité. C'est-à-dire que lorsqu'on va, effectivement, pour reprendre ce qu'on disait au tout début de la conversation, casser une porte de l'autre côté, normalement, si on fait appel à nous, c'est que l'autre côté, bah, c'est un peu la poubelle sociale de notre société qu'on va trouver, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, on va trouver des choses vraiment pas terribles. Donc, le dire, c'est ça, en fait. C'est pas juste, c'est pas juste rentrer, interpeller et puis tout va bien. Non, on sait qu'il va avoir à gérer. Moi, je sais qu'au quotidien, maintenant, je le fais plus, mais au quotidien, il y a des tas de policiers et gendarmes qui gèrent des gardes à vue euh, de plusieurs jours et qui découvrent des choses assez terribles. Bah là, à un moment donné, vous êtes le réceptacle de ça. Donc, il faut le dire. Il faut le dire très tôt quand on recrute dans nos professions la vérité. Alors, bien évidemment, j'ai encore 1000 questions et 1000 sujets que j'aimerais aborder, mais il faut être raisonnable. Et j'aimerais quand même terminer par ce sujet-là parce que bah, finalement, il est sous-entendu dans beaucoup d'aspects de notre conversation, hein. Celui de la mort et le rapport à la mort. C'est un sujet pour lequel j'ai consacré un chapitre dans mon livre. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que notre approche de la mort, notre vision de la mort, la manière dont on en parle, a bien évidemment beaucoup évolué. Et là, j'ai mis une opinion très personnelle, mais pas forcément dans le bon sens, parce qu'on en a fait quelque chose, c'est pas d'exceptionnel, mais c'est de tabou, ou en tout cas, on a fait de la mort un sujet dont parfois on a l'impression qu'on pourrait le maîtriser, qui pourrait être évité, qui pourrait être contrôlé, qui pourrait être cantonné, et on l'a vu lors de l'épidémie du Covid, hein. C'est comme si les Français avaient redécouvert la mort et la vulnérabilité par rapport à la nature et un virus. Et c'est vrai que du coup, dans mon livre, j'ai remis en avant une vision, certes, très archaïque au sens non péjoratif du terme, antique, de la mort, mais par le passé, la mort était vue comme quelque chose qui faisait une partie intégrante de la vie et qui était même un élément indispensable à la vie et à une vie bonne, à une vie réussie. C'est un moteur. C'est Sénèque, hein, qui disait je t'aime la vie grâce à la mort. Et on le voit aussi la manière dont on parle de la mort ou dont on ne parle pas de la mort avec ses enfants. En tout cas, moi, c'est pas ma façon d'aborder le sujet. Je pense que c'est pas tabou, qu'il faut en parler et que c'est sain, c'est une bonne chose. Donc, bah, forcément, du coup, j'ai envie de vous interpeller là-dessus puisque vous êtes un témoin privilégié de la manière dont on peut se représenter la mort, de la manière dont on la côtoie, puisque vous l'avez côtoyée pendant toutes ces années, sous différentes formes. Et là, quand je pense à vous et à votre parcours, à votre métier, à ce que vous avez vécu, ben, je challenge ça avec justement les enseignements des penseurs antiques et je me pose toujours la question de me dire, mais okay, c'est facile ce qu'ils disaient, mais est-ce que dans la vraie vie, c'est vraiment le cas? Alors, l'avantage qu'ils ont, la légitimité qu'ils ont, c'est que, encore une fois, eux, à leur époque, ben, les vies et la mort n'étaient pas du tout
se présentait pas du tout dans les mêmes formes qu'aujourd'hui, hein. L'espérance de vie était plus courte, la vie était plus brutale, plus violente. Donc on peut pas les taxer d'être confortablement installés quelque part et de réfléchir et d'énoncer des grands principes sans savoir de quoi ils parlent, mais néanmoins ça interpelle quand même. Et je pense notamment à ce que disait Cicéron. Il disait: celui qui redoute ce qu'il ne peut éviter ignore la sérénité, alors que celui qui ne craint pas la mort, sachant qu'elle est inévitable et de plus qu'elle n'a rien de terrifiant, se garantit une vie heureuse. Donc, la question que j'ai envie de poser à l'opérateur que vous êtes et que vous avez été pendant toutes ces années, c'est comment vous abordez la mort, comment vous avez abordé la mort, comment vous l'avez intégrée, comment vous l'avez acceptée, comment vous avez vécu avec. Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'éducation. Moi, très jeune, ça n'a pas été un sujet tabou. C'était pas caché. Donc, effectivement, on pouvait en parler. Et ça, je pense que ça, c'est une première chose très importante. C'est-à-dire qu'effectivement, pour le gamin que j'étais, tout ce qu'on sait déjà sur la mort, l'injustice et qu'elle représente pour quelqu'un de jeune et tout, on pouvait en parler. Donc déjà, le fait d'échanger là-dessus, c'était un premier pas. Le deuxième pas, c'est effectivement l'intégrer. Moi, je l'ai, voilà, par des événements personnels intégrés très tôt, parce que, et là, je pense que tous les policiers de France, mais aussi tous les gendarmes entendront ça, lorsque vous êtes le jeune qui arrive, parce que moi, j'ai fait presque un an et demi de commissariat, vous allez sur des enquêtes d'essai, des personnes décédées, on fait appel à vous et vous avez certaines enquêtes à mener pour voir si c'est naturel ou pas, avec d'autres. Hein, le médecin intervient aussi, mais vous devez aller sur place. Et là, c'est là qu'on voit qu'il y a, je parlais d'injustice dans la mort, mais il y a aussi une injustice dans la préparation. Donc, effectivement, la première fois, vous allez avec d'autres, et comme vous en avez déjà vu, et je parle juste, pas même d'y avoir pensé, mais d'en avoir déjà vu un, moi je me souviens de faits où la personne n'est pas rentrée avec moi parce que non, j'en avais jamais vu, je peux pas. Ok, bon effectivement. Ensuite, je vais être un peu dur parce que je vais monter crescendo vers des choses pas, pas très agréables, mais ça, c'était un tout petit niveau. Puis après, vous avez des morts plus violentes. Et je reprends le terme d'un de mes patrons de la BRI, Michel Faury, qui disait à la BRI, on est la brigade du malheur. Et effectivement, lorsqu'on a passé quelques années dans ces services-là, on s'aperçoit que c'est les Américains qui le disent bien. Hein. Quand la population a un problème, elle appelle la police. Quand la police a un problème, elle appelle. Alors, eux, ils appellent ça le SWAT. Mais voilà, les services, les unités spécialisées. Donc, forcément, quand on vous appelle, c'est déjà que ça se présente pas bien. L'affaire se présente pas bien et que vous pouvez être mêlé à effectivement, des choses très dures à vivre ou même à être témoin de choses difficiles. Ça, c'est, j'allais dire, ces malheurs que sont des opérations, enfin en tout cas des affaires sur lesquelles on nous appelle. Et là, encore une fois, on parlait du sac à dos, mais quand on intervient sur une enquête d'essai, je sais pas, on doit être 5, 6 à être directement en lien avec ça. Lorsqu'on intervient, et par exemple les pompiers qui interviennent sur des gros accidents de la route avec des collègues policiers, déjà vous êtes beaucoup plus nombreux à être impactés. Et moi je crois que ça, quand on l'a jamais vu, forcément c'est très très difficile. Donc c'est pas qu'il faut aller voir les morts de l'endroit où on habite pour faire une visite. Non, c'est pas ça que je dis, mais je dis juste que indépendamment d'y penser, il faut quand même avoir une vraie conscience, si ce n'est presque une conscience physique, que ça va s'arrêter un jour. Et enfin, il y a quelque chose que peut-être des personnes pourraient comprendre, c'est, moi je le dis, c'est l'odeur en fait de la mort. C'est à un moment donné, c'est tellement vrai que ça imprègne. Et ça, pareil, c'est aussi un indicateur. C'est-à-dire que quand quand on quand on n'est pas capable de s'en séparer, pas capable de passer au-delà, ce qui est pour moi
le naturel de la vie. C'est-à-dire, on est face à la mort, mais on peut pas se mettre, rester comme un prostré en pleurant. Faut aller au-delà. Et comment on va au-delà? C'est en étant actif. Ça aussi, c'est un des principes actuels pour dire arrêter de supporter tout ce qui arrive. Et comment on arrête de subir en étant actif. Comment on arrête de, on arrête de remplir le sac à dos, c'est en étant actif. Il faut pas être toujours dans le pathos et dans l'émotion. Alors c'est plus facile pour nous parce que généralement quand on nous appelle, on a quelque chose à faire, une activité à faire, mais après, encore une fois, le 5 minutes après qu'on ait fini notre activité, comment on gère ça et comment on se rend compte, et là encore une fois, c'est pas que l'émotionnel qui doit entrer en ligne de compte, même si on est forcément face à des choses qui sont de l'émotionnel, mais il faut poser l'émotionnel pour dire qu'est-ce que c'est, face à quoi on est. Le Covid a été effectivement un bon exemple là-dessus. Il ne faut pas rester dans que l'émotionnel, parce que si on reste que dans l'émotionnel, on va être attiré au fond et puis c'est pas vivable. Il faut avoir une réflexion là-dessus et se forcer. Oui, on sait que c'est pas facile, mais forcer à continuer parce que si on se dit tous la mort c'est inacceptable, on s'arrête tous et puis on est les bras croisés sur la route en attendant de trépasser aussi et c'est pas possible. Donc il faut là avoir cette force morale pour dire je continue, comment je continue et pas en cachant ça parce qu'il y a beaucoup de gens aussi ils jettent un voile là-dessus et ils passent à autre chose. Non, c'est pas ça. Il faut s'endurcir, j'allais dire presque à ça pour pouvoir continuer. Bien, merci. Alors pour conclure, je vais vous interpeller sur mon fameux tableau. Le tableau qui représente une vie de 80 années avec ces 52 lignes, chaque case représentant une semaine. Cette représentation très imparfaite d'une vie. Mais j'ai interrogé quasiment tous mes invités sur ce fameux tableau et qui, bien évidemment, invoque pas mal de sujets qu'on a abordés ensemble, sur la vie, la mort, la manière de gérer tout ça. Et du coup, voilà. Que vous inspire ce tableau? S'il vous inspire quelque chose, bien évidemment, il peut ne rien vous inspirer. Vous seriez pas le premier à me dire, oulala, votre tableau, il ne dit rien du tout. Qu'est-ce qui vous inspire? Alors, bien au contraire, moi, le tableau, il m'inspire. Alors, tout de suite, presque ça me saute aux yeux. C'est là aussi, ça me vient de loin de quelque chose qu'on m'a enseigné. Venant de Bretagne, on m'a donné des cours de catéchisme et la chose qui m'a le plus marqué, que j'ai toujours gardé, c'est une phrase qui est « Qu'as-tu fait de ton talent ?» Quand je vois le tableau avec les 80 cases, c'est à la fin, il y a sans doute comme un bilan à faire pour préparer le passage à la suite. Et le passage, c'est « Qu'as-tu fait de ton talent ?» Est-ce que tu avais un talent? Est-ce que tu as été comme certains qui l'ont caché, qui l'ont enterré, qui l'ont pas fait fructifier? Ou alors est-ce que tu as été comme d'autres qui, en prenant le risque d'être moqué, d'être jugé, tu l'as mis au grand jour et tu as essayé de le faire fructifier, souvent, parfois avec beaucoup de réussite et puis parfois avec pas. Donc voilà, moi, mon talent, c'était pas guitariste de rock, malheureusement, c'était pas champion du monde de moto, et il y en a d'autres qui le font très très bien et je suis particulièrement admiratif. Moi, je pense avoir un tout petit talent et j'essaye de le faire progresser, de l'entretenir. Voilà. C'est une très belle réponse. Merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Merci infiniment pour votre temps. J'ai envie aussi d'utiliser cette expression, enfin une phrase que les anglo-saxons et notamment les Américains utilisent beaucoup. Je suis pas sûr qu'on ait l'équivalent en français, ce qui est un peu regrettable, mais très souvent les Américains disent à leurs anciens soldats ou forces d'intervention ou
primo-intervenants et autres, ils disent thank you for your service. Merci pour votre service, ce que moi je traduirais plutôt comme merci pour votre engagement. Et bien évidemment, je tiens à vous remercier pour votre engagement, vos sacrifices, à être là en première ligne pour nous protéger tous, ce qui n'est pas anodin. Je pense que voilà, la plupart de ceux qui nous écoutent en sont conscients, d'autant plus malheureusement depuis les attentats qui nous ont touchés. Et voilà, en tout cas, sachez que vous avez mon admiration la plus sincère et je suis extrêmement reconnaissant de ce que vous faites et de ce que vous représentez. Donc, merci pour d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, juste un petit mot. Alors, je prends le remerciement pour moi, un peu, mais beaucoup pour tous les autres qui le font, et notamment j'ai une pensée un peu particulière pour un jeune policier qui vient de rentrer dans la police. Et c'est ça que je veux que je me permette de dire maintenant, c'est que moi, je suis plutôt vers la fin et il y en a d'autres qui arrivent. Et transmettre ce merci pour le service, j'espère que ça va leur donner du cœur au ventre pour continuer tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas.